Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on en vient au dernier chapitre de notre cours d'éléments de physique quantique. Je vous rappelle que le but de ce module est d'introduire la physique quantique à vous, étudiants en ingénieur. Ce n'était pas notre but de faire cette discipline de façon approfondie, mais comme vous en avez besoin pour comprendre certaines méthodes d'analyse physico-chimique, donc on a dû faire quelques éléments de base. Donc ce dernier chapitre concerne le spin. Nous allons parler du spin de façon très générale. En 1922, c'est-à-dire presque juste après la découverte de l'équation de Schrödinger, presque tous les physiciens étaient en train de travailler sur la mécanique quantique et son développement. Donc très rapidement, les physiciens ont abordé le sujet du moment cinétique que nous avons vu dans le chapitre précédent. Stern et Gerlach ont voulu vérifier si le moment cinétique était orbital, si le moment cinétique orbital était quantifié. À l'époque, on ne connaissait pas l'existence d'autres moments cinétiques comme le spin. Ils ont réalisé une expérience. Cette expérience, elle est montrée dans le schéma en bas que j'ai pris de Wikipédia. La référence est indiquée en bas. Vous pouvez la consulter. Donc ils font passer un jet d'atomes d'argent. Pourquoi? Pour des raisons techniques que je n'évoquerai pas. On fait passer des atomes d'argent, un faisceau d'atomes d'argent, à travers un entrefer dans lequel il y a un champ magnétique non uniforme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent deux tâches symétriques par rapport à l'axe de G. Donc, si on considère l'axe tel le flux, tel les atomes d'argent, quand ce flux sort de l'entrefer, il leur donne deux tâches. Ils ont conclu que le moment cinétique orbital était quantifié, mais leur conclusion était fausse. Ils ne se sont pas rendus compte que leur conclusion était fausse, que plus tard, d'autres physiciens ont réinterprété cette expérience. En fait, l'expérience de Stern-Gerlach démontre l'existence d'un autre type de moment cinétique. C'est le moment cinétique intrinsèque, appelé communément spin. Aujourd'hui, on l'appelle plus spin que autre chose. Mais Stern et Gerlach ne se sont pas rendus compte de ça. Mais leur expérience n'a pas été oubliée et a été plus tard comprise. Et les physiciens qui ont su l'interpréter ont conclu qu'il y avait un autre type de moment cinétique qui était le moment cinétique intrinsèque, appelé aussi spin. Donc on a déjà dit que d'autres chercheurs ont compris que cette conclusion de Stern et Gerlach n'avait rien à voir avec leur expérience. Pourquoi? Parce que en résumé, bon, j'ai écrit dans le deuxième paragraphe en rouge, pourquoi? Vous pouvez le lire, mais moi je vais vous résumer encore plus. Normalement, les calculs montrent que le moment cinétique orbital, du flux d'atomes d'argent, normalement il doit être nul. Alors normalement, le moment magnétique de ce flux, qui est proportionnel au moment cinétique orbital, doit être lui aussi nul. Et par conséquent, normalement, si le résultat obtenu était dû au moment cinétique orbital, normalement on n'obtient pas deux tâches. Normalement le champ magnétique n'influe pas sur le G. Or il influe. Donc ce n'est pas dû au moment cinétique orbital. C'est dû à un autre type de moment cinétique. Et les physiciens ont conclu qu'il existait un autre moment cinétique qu'ils ont appelé moment cinétique intrinsèque. Pourquoi? Parce qu'au début, ils ont pensé que c'était dû à la rotation de l'électron sur lui-même. Bien sûr, ce modèle a été abandonné lui aussi, comme a été abandonné avant lui le modèle de Bohr, etc. Mais quand même, il a gardé son nom. Ce nouveau type de moment cinétique garde son nom aujourd'hui de moment cinétique intrinsèque, ou bien plus simplement spin. Bon, je passe maintenant au paragraphe qui est en vert.
rien que pour faire la remarque suivante, que pour l'électron, on n'obtient que deux tâches. Donc, le spin de l'électron, il ne prend que deux valeurs. Ces valeurs-là, plus tard, les physiciens ont trouvé que c'était h bar sur 2 et moins h bar sur 2. Bien sûr, pour d'autres particules, on obtient plus de tâches. Donc, c'est pas forcément deux tâches. Pour l'électron, on obtient deux tâches, qui sont les valeurs de S, les valeurs propres de Sz. Tout comme Lz, elle a des valeurs propres, Sz, elle a des valeurs propres. Donc le spin fonctionne de la même manière que le moment cinétique orbital. Mais c'est un autre type de moment cinétique. Maintenant, je vous demande de revenir au paragraphe en rouge et d'essayer de le comprendre par vous-même. Essayez de faire un effort personnel. Si vous ne comprenez pas, et je pense que vous n'allez pas comprendre à 100% ce que j'ai écrit en rouge, donc on laisse, Inch'Allah, l'explication, je la ferai en présentiel, Inch'Allah. Ok? Donc il y a certaines choses qu'on a déjà vues dans le chapitre précédent. Par exemple, ce qui est écrit dans la phrase rouge, la similitude entre les opérateurs S carré Sz d'une part et L carré Lz d'autre part. En bleu, on rappelle que ce qu'on a déjà vu, que la valeur propre de S au carré, c'est S fois S plus 1 H bar carré, et celle de Sz est Ms fois H bar, avec Ms compris entre moins S et plus S. Et Ms varie par saut de 1. D'accord? Dans la phrase en marron. On peut aussi démontrer que S est soit demi-entier, soit entier. Donc c'est un nombre entier. Si c'est un nombre entier, nous avons les bosons. Donc j'ai déjà expliqué ce que c'était que les bosons en présentiel. Si c'est un demi-entier, donc on a les fermions. J'ai aussi expliqué ce que c'est que les fermions en présentiel. Bon, je rappelle que là, il y a une différence avec le moment cinétique orbital. Pour le moment cinétique orbital, L est toujours entier. L, c'est un nombre entier. Mais ici, S, il est soit entier, soit demi-entier. Et ça a des conséquences sur la nature de la particule. La particule, elle est soit boson, soit fermion. Et ça, c'est très important dans physique quantique. C'est très important et je vous ai parlé de l'importance de ça en présentiel. Maintenant, dans le cas de l'électron, S, il est égal à 1,5. Par conséquent, Ms, il est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc, Ms, il est soit égal à moins 1,5, soit plus 1,5, parce qu'on ajoute 1. Même moins 1,5, pour passer à la valeur suivante, on ajoute 1. On trouve 1,5. Et ça s'arrête là. Donc, on n'a que deux valeurs, moins 1,5 et plus 1,5. Bien sûr, quand on dit moins 1,5, 1,5, donc, la valeur propre, c'est pas Ms, c'est Ms fois H bar. Donc c'est moins H bar sur 2 plus H bar sur 2. Donc ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit à peu près en bas. Et pour chaque valeur propre, nous avons une fonction propre que nous notons. Elles sont notées plus et moins. Donc vous voyez, c'est des notations. Vous ne devez pas avoir peur de ces notations. Ces notations font partie de l'algèbre qui est utilisé en mécanique quantique et qu'on appelle, bien sûr je ne vous demande pas d'approfondir ça, c'est l'algèbre de Dirac. Donc pour terminer, nous rappelons que l'opérateur S, je n'ai pas pu mettre le chapeau sur S, donc ce n'est pas un vecteur S, il s'écrit de la même façon que l'opérateur L. Nous avons SXI plus l'opérateur SYJ plus l'opérateur SZK. Pauli a réussi à écrire les opérateurs Sx, Sy, Sz de l'électron, bien sûr, de l'électron, du spin 1,5, en fonction de matrices. Les matrices, je les ai montrées ici. Donc, ces matrices, ainsi que leur manipulation, on va la voir, Inch'Allah, en TD.